Hello les coureurs, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale car déjà elle nous a coûté 310 €. Et là vous demandez sûrement pourquoi. Et bien en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté 3 plans d'entraînement marathon à 3 coachs différents. Parmi ces 3 plans, 2 ont été faits par des humains et 1 par une IA, c'est-à-dire une appli payante qui propose des plans personnalisés genre Decathlon Pacer. Je vais analyser ces plans et surtout les comparer, voir leurs spécificités, leurs points forts, leurs points faibles et partager mes réflexions avec vous. Y a-t-il un plan qui se démarque? Y a-t-il des dingueries? Lequel je recommanderais personnellement? C'est ce qu'on va voir. Et en fin de vidéo, je vais essayer de deviner le prix de chaque plan car oui, toutes les analyses auront été faites à l'aveugle sans connaître l'auteur du plan. J'espère que le concept vous plaira, c'est parti. Des plans de course, on peut en trouver gratuitement sur internet, le choix est énorme, mais le problème des plans gratuits, c'est qu'ils visent un public très large, du coup on a l'impression qu'ils s'adressent à tout le monde, mais du coup à personne. Certains coachs l'ont bien compris et du coup ils proposent des plans personnalisés à la vente, alors forcément ce genre de service prend beaucoup plus de temps qu'un plan générique. Le coût peut donc largement varier de 50 € à plus de 200 € pour un plan de 12 semaines. Comme j'ai jamais acheté de plan et que Runwise ne propose pas ce genre de service, nous on offre que de l'accompagnement, j'étais vraiment curieux de savoir ce que valent ces plans payants qui ne proposent pas de suivi derrière. Alors le premier problème qui s'est posé, c'est que quand vous commandez un plan payant sur un site, vous devez répondre à toutes sortes de questions en donnant des infos sur vous, vos habitudes de course, vos objectifs, etc. Alors si j'avais donné mon vrai nom, l'expérience aurait pu être biaisée. Pour cela, on a donc créé un avatar. Je vous présente Julien Roux, un coureur ambitieux, totalement fictif, qui va solliciter l'aide de ces 3 coachs pour obtenir un solide plan marathon. Alors Julien, il a 35 ans, il fait 1m75, 70 kg, il court depuis 7 ans. En 2022, il a fait sa plus grosse année à vie, 2500 km, ça fait une moyenne de 48 km par semaine quand même. Son rêve, c'est de courir le marathon en bas de 3 heures. 3 heures, c'est cette barrière mythique que seulement 4,7% des finishers du marathon de Paris en 2023 ont réussi à briser. Et il en parle tellement de ce sub 3 heures, Julien, que sa copine a fini par lui offrir un plan marathon pour Noël. Alors Julien, il a déjà couru 4 marathons entre 2018 et 2022, l'année où il a réalisé son RP de 3h09, mais vous le constatez comme moi, sa progression, elle est de plus en plus lente et ça frustre beaucoup notre ami Julien. Ses records s'affichent à l'écran. Alors ces chronos, je les ai pas inventés au hasard. Les plus observateurs, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, remarqueront que Julien, il a un beau profil vitesse et ou un gros manque d'endurance. À quoi on le voit? Eh bien, plus la distance augmente et moins son équivalence est bonne. Avec un record de 17 minutes 54 au 5 km, Julien a le niveau pour courir proche de 2h50 au marathon en théorie. Ça prend évidemment un très bon facteur d'endurance. Voilà à quoi ressemble une semaine type pour Julien. Lundi, jog facile, genre 10 km. Mardi, c'est la VMA courte. Mercredi, un autre jog facile. Jeudi, VMA longue. Vendredi, jog facile. Samedi, repos. Dimanche, sortie longue. Plan ultra classique. Concernant ces objectifs, voici ce que nous avons envoyé au coach. J'ai l'impression de ne plus progresser sur marathon. Je suis inscrit au marathon de Séville le 18 février 2024 et je souhaite améliorer mon chrono et surtout casser cette barrière de 3 heures. Je suis ouvert au changement et prêt à essayer une nouvelle philosophie d'entraînement au besoin. J'ai beaucoup de temps, je télétravaille 25 heures par semaine, pas d'enfant, je peux donc doubler. J'ai déjà tenté l'expérience à quelques reprises et j'ai aimé ça. Finalement, pour pimenter un peu notre expérience, on a rajouté quelques détails à propos de Julien pour voir comment les coachs réagiraient s'ils réagissent. Je suis rarement blessé, j'ai déjà eu des problèmes au tendon d'Achille ou au genou, mais rien de trop sérieux. Je me sens capable de prendre plus de charge, mais je ne sais pas trop par où commencer. Niveau nutrition, je prends environ 2 gels Morten sur mes marathons et sinon je bois de l'eau. 2 gels Morten, c'est vraiment trop peu, mais on a fait exprès. J'ai essayé la diète keto récemment pour perdre du poids car j'ai l'impression que c'est ce qui me freine dans ma progression. Mais je suis pas sûr, on lit tout et son contraire sur internet, j'essaie donc de limiter les glucides et le sucre dans mon alimentation. Sinon au niveau des séances d'intervalle, je pousse fort, je finis en général assez fatigué, mais j'aime courir vite sur la piste, c'est ce qui me motive. En gros, voilà, pas mal de trucs qui sont un peu à l'opposé de ma philosophie, mais c'est fait exprès. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Julien Roux. Je précise que c'est Pauline qui a acheté les plans et parlé avec les coachs puisque je dois faire mes analyses à l'aveugle. Finalement, on dévoilera probablement pas le nom des coachs, à moins qu'un plan nous choque tellement il est exceptionnel. Mais voilà, le but c'est pas de faire de la mauvaise pub à quiconque et rappelez-vous que mon avis n'engage que moi et que c'est pas parce que j'aime pas un plan qu'il est mauvais pour autant. Voilà. Et pour anonymiser ces plans, Francis, un des coachs Runwise et Pauline ont rentré manuellement chaque séance de chaque plan sur Nolio. Ça leur a pris beaucoup de temps, j'en profite donc pour les remercier et d'ailleurs en parlant de Nolio, eh bien c'est le sponsor de cette vidéo forcément puisque c'est grâce à leur application que j'ai pu analyser ces plans. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne de Nolio, c'est une appli française qui permet de créer des plans d'entraînement personnalisés. Grâce à son système
système de glisser-déposer, il suffit d'un clic pour qu'une séance s'adapte au profil de l'athlète, et si l'athlète progresse, pas de problème, il suffit de changer la VMA et la séance s'adapte automatiquement. Nolio, c'est l'appli que nous utilisons au quotidien pour faire les plans de nos athlètes Runwise. C'est intuitif, ultra complet et surtout ça évolue constamment. Par exemple, depuis quelques semaines, c'est désormais possible d'envoyer et de recevoir des messages vocaux directement depuis la messagerie Nolio. Il y a aussi les séances structurées, c'est-à-dire les séances clés en main que l'on peut exporter sur la montre. Eh bien, elles sont maintenant disponibles sur l'Apple Watch. Et dernière nouveauté en date, c'est la possibilité de mesurer la VFC, variabilité de la fréquence cardiaque, directement depuis l'application mobile pour voir si l'athlète récupère bien. Merci Nolio de nous soutenir depuis aussi longtemps et maintenant commençons l'analyse de nos 3 plans. Avant de commencer, je vous mets les 3 plans à l'écran. Faites pause si ça vous intéresse. Alors notre but, c'est de trouver le meilleur plan et de deviner les prix. Pour ça, on va commencer par regarder ensemble les chiffres importants du genre le volume hebdo, le nombre de jours de repos, les sorties longues, etc. etc. Commençons par le volume. C'est le plan 2 qui en contient le moins, 1035 km sur 12 semaines, ça fait 86 km par semaine en moyenne, et c'est le plan 3 qui en propose le moins, 886 km, 74 km par semaine en moyenne, et le plan 1 est à peu près entre les deux. Ensuite, j'ai regardé l'allure moyenne de chaque plan. Ça comprend l'ensemble des sorties, jog et qualité inclus. C'est le plan 3, le plus rapide, avec du 4,41 de moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble quand même assez fou, sachant que Julien, il vise 3 heures au marathon. C'est du 4 minutes 16 par kilomètre. Ça veut dire qu'en moyenne, on est seulement à 25 secondes plus lent que l'allure marathon sur la semaine. C'est comme si pour moi qui cours 2h15, mon allure moyenne c'était 3,37 par kilomètre. Ce serait suicidaire, peut-être même pas possible, sûrement pas possible. Du coup, comme j'étais un peu surpris, je suis allé voir les allures de jog pour le plan 3 et effectivement, toutes les endurances longues sont fixées entre 4,37 et 5 du kilo. Pour un gars qui vise 3 heures au marathon, c'est évidemment beaucoup trop rapide. On est plus dans de l'endurance active, voire du steady, quelque part entre de l'allure modérée et de l'allure marathon. Les autres plans font plus de sens en termes d'allure. 4,58 de moyenne pour le plan 2, c'est le moins rapide, avec des jogs à 5,22. Là, on est dans de la vraie endurance fondamentale, et des jogs entre 4,45 et 5,33 pour le plan 1. C'est quand même une grosse fourchette, on va dire, là, c'est presque un râteau, mais au moins, ça inclut des allures plus réalistes. Ensuite, il y a le nombre de sorties totales dans le plan qui est une métrique intéressante. Alors là, c'est le plan 2 qui est le plus difficile avec 71 entraînements et 13 jours de repos. Le plan 2 est le moins difficile, 65 sorties, 13 jours de repos, suivi du plan 3 qui est très similaire au plan 2. Maintenant, un ingrédient essentiel de la prépa marathon, vous le savez, ce sont évidemment les sorties longues. Que vous soyez un athlète pro ou un débutant, vous aurez toujours 42 km à courir. Il faut donc courir longtemps durant la prépa marathon. D'ailleurs, la difficulté du marathon, on le répète pas assez, mais c'est pas les 30 premiers kilomètres, mais vraiment les 12 derniers, c'est là que tout se joue. Et pour être fort dans ces derniers kilomètres, il faut du volume dans les jambes, il faut être fort musculairement, et ça passe aussi par des sorties longues qui vont être bien dosées. Le plan qui propose le moins de sorties longues, c'est le 3, avec seulement 3 sorties de 25 km. Ensuite, on a le plan 2, qui est celui qui en contient le plus, avec 9 sorties de plus de 25 km, dont 5 qui font plus que 28, avec une très longue à 34. Et le plan 1, il est un peu entre les deux, avec 3 sorties de plus de 25 km, dont 2 au-dessus de 28, et la plus longue à 32. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le plan 3, il manque cruellement de sorties longues. Un autre aspect crucial, ce sont les séances de qualité au nombre de 34 dans le plan 1, 29 dans le plan 2, 24 dans le plan 3. 34, c'est quand même beaucoup. Ça fait presque 3 séances de qualité par semaine en moyenne. Pour les marathoniens, j'ai tendance à en mettre un peu moins maintenant pour favoriser le volume général, car trop de qualité contraint le volume. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Mais plus important encore que le nombre de séances de qualité, ce sont les zones d'intensité sollicitées. Et là, on observe des différences majeures entre le plan 1 et les deux autres plans. Le plan 1 est découpé de cette façon. 70% en zone 1, sous le SV1, 24% en zone 2, entre le SV1 et le SV2, et 6% en zone 3, au-dessus du SV2. Sachant que le marathon se court au milieu de la zone 2. Le plan 2 et 3, eux, se décomposent de cette façon. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plus de zone 1, plus que 85%, moins de zone 2, autour de 8%, et quasiment pareil de zone 3, selon le plan 2 ou selon le plan 3. Donc globalement, je trouve que le plan 1, il y a trop de qualité, ça fait 30% de qualité en gros, donc tout ce qui est au-dessus du SV1, c'est énorme. En général, on est plus entre 10 et 20% de qualité, on peut monter à 25% pour les élites, mais c'est déjà beaucoup. Par contre, j'aime le fait qu'il y ait plus de travail en zone 2, c'est plus spécifique. Les plans 1 et 2 ont des volumes en zone 1 plus sensés, mais je trouve qu'il y a trop d'emphase sur la zone 3 pour du marathon. Dernier point, mais pas des moindres, c'est l'affûtage. Alors, vous le savez sûrement, mais on ne peut rien gagner durant l'affûtage en termes de gains directs. Ce qu'on va gagner durant l'affûtage, c'est vraiment à travers une baisse de la fatigue. Par contre, je pense que vous êtes nombreux à le savoir et peut-être à l'avoir
vécu, on peut littéralement foutre en l'air une prépa marathon ou même n'importe quelle distance avec un mauvais affûtage, notamment en faisant trop ou parfois en faisant pas assez, même si c'est plus rare. Et vous allez le voir, les 3 plans n'ont pas du tout la même approche. Voici le volume hebdomadaire des 3 dernières semaines de chaque plan. Le premier plan, il adopte une stratégie de baisse rapide dès la 2e semaine d'affûtage, avec la semaine de course à 19 km, sans compter le marathon évidemment. Le deuxième plan, c'est l'affûtage le moins affûtant, on va dire, ça baisse un peu, mais pas tant que ça, et la dernière semaine de course est à 49 km, donc c'est quand même très loin de 19. Et le plan 3 ressemble au plan 2, sauf que la dernière semaine est ultra basse, avec 4 jours de repos et seulement 14 km de course la semaine de compétition. Aussi, il y a un truc vraiment bizarre dans le plan 3, c'est une séance de 2 fois 2 km pace marathon le vendredi, alors que la course est le dimanche. Je trouve ça trop proche de l'objectif, risqué, pas nécessaire, mais l'affûtage que je comprends le moins, c'est sans aucun doute le plan 1, qui a très peu de sorties en endurance fondamentale durant la semaine de course avec 4 jours de repos, et les 2 sorties restantes sont en réalité des entraînements. 50 minutes faciles avec 30 minutes de pace marathon le mardi et 40 minutes avec 20 minutes de pace marathon le jeudi. C'est énorme en fait, je sais pas pourquoi il y a autant de qualité, bref. C'est vraiment trop de qualité si proche de la compétition et pas assez d'endurance fondamentale, mais bon. Il est maintenant temps de départager chacun des plans. Pour ce faire, j'ai créé 6 catégories pour lesquelles je vais noter chaque plan. Et le total nous donnera un score de 100, normalement, si j'ai bien compté. D'abord, la progressivité. En gros, est-ce qu'il y a une surcharge progressive au fil des semaines en termes de volume général, de la charge qualitative, etc. Alors pour moi, c'est le plan 1 qui gère le mieux cet aspect, car tout est progressif autant au niveau du volume que des qualités. Et il y a une semaine d'assimilation aussi qui est placée stratégiquement à la semaine 6 pour souffler un peu. Je trouve juste qu'à S-3, ça affûte trop à mon goût, mais là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et la moins bonne note, c'est le plan 3 que je trouve un peu raide en début de prépa, par exemple, semaines 3, 5 et 6. Elles ont beaucoup de qualité et après, ça redescend, ce qui est pas forcément logique. Par exemple, dans les semaines qui comptent le plus, c'est-à-dire les 5 dernières semaines sans compter l'affûtage, eh ben, le volume, il va être assez bas par rapport aux autres semaines et pareil pour la qualité, ce qui ne fait pas beaucoup de sens pour moi. Le plan 2, quant à lui, c'est un peu entre les deux. Ensuite, la difficulté. Est-ce qu'on a le bon nombre de séances de qualité? Est-ce que c'est de difficulté adaptée? Est-ce que les allures d'entraînement sont les bonnes? Est-ce que le volume hebdo fait du sens? C'est ce qu'on va voir. Pour le plan 1, le kilométrage est ajusté, les allures en séance aussi, mais il y a trop de qualité à mon goût. 34 séances, ce qui représente 30% du volume total, c'est énorme. Les plans 2 et 3 se valent en termes de difficulté, avec peut-être le plan 2 un poil plus difficile, car plus de volume, des sorties plus longues et moins de jours de repos, mais en même temps, le plan 3 a beaucoup plus de séances rapides, ce qui peut être encore plus fatigant. Donc pour moi, le grand gagnant, c'est le plan 2, parce qu'il est plus difficile, notamment plus de sorties longues durant la prépa, mais pas trop de qualité non plus. Pour moi, ça prépare mieux à une épreuve de marathon. On arrive à l'élément le plus important à mes yeux, la spécificité. La différence entre un bon plan de prépa générale et un bon plan marathon, c'est que ce dernier va vous préparer spécifiquement pour courir 42 km à votre allure visée et ne pas casser en fin de course. Le marathon, c'est très spécial comme distance, de par son extension d'endurance à une vitesse relativement élevée, et donc ça prend un plan qui va jouer sur différents leviers comme le volume, les sorties longues, des jogs longs aussi, et du pace marathon, et courir aussi sur des jambes fatiguées, mais tout ça en s'assurant de récupérer. Et là, évidemment, il n'y a pas que le plan qui rentre dans l'équation, il y a une grosse responsabilité de l'athlète qui doit s'écouter et savoir quand lever le pied et quand pousser. Alors là encore, on va voir de grosses différences entre les 3 plans. Écoutez-moi bien, c'est la partie la plus importante. Le plan 1 propose énormément d'allures marathon, c'est très spécifique, il y en a durant toute la prépa, et ça augmente progressivement, les courbes sont super belles. C'est presque trop scolaire en fait. Et on a assez peu de travail de vitesse, du genre allure 5 km ou plus rapide, ce qui est une bonne chose. Et on voit que l'idée, c'est justement de maintenir ces qualités-là. Le problème, c'est qu'on n'a aucune allure 10 km, ce qui est dommage car c'est une allure qui est quand même connectée à la performance sur marathon. Beaucoup plus d'ailleurs que l'allure 5 km et plus rapide. Par contre, on n'a que 3 sorties de plus que 25 km, c'est pas énorme, et les jogs les plus longs font 1 heure maximum, ce qui est peu. Le plan 2 est comment dire étrange, au sens où il propose quasiment pas d'allure marathon, si je vous jure, et en plus de ça, les fois où il y a du spécifique, c'est un peu à la carte, en mode 10 km progressif, en finissant allure marathon, donc c'est pas facile de quantifier la charge exacte de pace marathon. Mais même en étant optimiste, ça donnerait toujours pas beaucoup de spécifique. Donc niveau spécificité, c'est pas le top. L'autre surprise, c'est que j'ai pas trouvé d'allure semi-marathon non plus, c'est-à-dire entre 4 du kilo et 4,12. Donc si on résume, au niveau des allures qui sont connectées au marathon, on va avoir une pincée de pace marathon, une pointe de steady et pas mal d'allures 10 km et c'est tout. Par contre, on va avoir plein de séances de qualité à des allures 5 km et plus vite, soit une charge presque équivalente aux allures 10 km et marathon, ce qui ne semble pas très judicieux pour préparer un 42 km. Exemple de séance rapide, 10 à 12 fois 400 à 3,35, c'est de l'allure 5 km. Toutefois, ce plan compense en proposant beaucoup de sorties longues au-dessus de 25 km, 9 au total, avec une plus longue sortie de 34
km et plusieurs jogs longs aussi, ça monte jusqu'à 13 km, 1h15. Pour le coup, ça c'est bien. Le plan 3, c'est entre les deux niveau spécificité. Il propose quand même 4,8% d'allure marathon, même si la charge n'augmente pas de façon progressive, mais il y a quasiment aucune allure 10 km, c'est dommage, mais on a un peu de SV1 et d'allure semi, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Le plus gros problème du plan 3, c'est le nombre de sorties longues. Au-dessus de 25 km, il y en a seulement 3 et aucune sortie de plus de 28 km. Et finalement, c'est le plan qui propose le plus de vitesse, 7% du volume total, c'est de l'allure 5 km ou plus rapide, et c'est en fin de prépa qu'on en retrouve le plus, ce qui est un peu contre-intuitif. 16 jours avant le marathon, le moment le plus critique de la prépa, on a même une séance, écoutez-moi bien, de 30 diagonales de terrain à allure 400 mètres. Oui, allure 400 mètres. En gros, c'est 15 minutes d'allure 400 mètres, ce sont des 165 mètres à 3,05, 3,08 avec 15 secondes de jog de récup seulement. Alors autant je suis pas contre les lignes droites, mais en général 3 à 4 ça suffit en prépa marathon à la fin d'une endurance fondamentale par exemple ou en début d'une qualité. Mais là on parle d'une séance purement anaérobie, je comprends pas trop pourquoi ça vient prendre la place d'une séance marathon à un moment aussi crucial de la prépa, sachant que l'autre séance de qualité cette semaine-là c'est 8 fois 600 mètres allure 5 km. Donc pour le coup il n'y a aucune spécificité 3 semaines avant l'objectif. Par contre ce plan il a beaucoup de jogs de 1h15 et ça c'est bien. J'en profite pour faire une toute petite aparté sur l'importance des séances de vitesse en prépa marathon. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram d'expliquer pourquoi je disais dans ma vidéo récap de Valencia que les séances rapides étaient peu importantes en prépa marathon, alors que certains des top marathoniens français en font. Alors, il y a 2 éléments de réponse à ça. D'abord, au niveau élite, le facteur biomécanique, c'est-à-dire la capacité à maintenir un relâchement musculaire en courant vite, ça devient un élément plus critique que chez les coureurs amateurs. Ça s'explique par le fait que les athlètes élites, ils ont optimisé leur performance et courent leur marathon à une vitesse qui se rapproche davantage de leur sprint maximal comparativement aux amateurs. Second point, si on prend un Nicolas Navarro, vous remarquerez que ces séances d'intervalle courtes en prépa marathon, elles sont ultra longues. Exemple, 40 fois 400 mètres avant son sub 2,06 à Valencia. Alors c'est pas possible de faire 16 km de qualité à VMA et quand on regarde les allures d'ailleurs, on est sur du 2,40 par kilomètre. Donc en théorie c'est son allure 8 km. Donc ce qui est difficile sur ce genre de séance, c'est le nombre de répétitions, donc le dernier tiers on va dire de la séance, et c'est pas de tenir la vitesse en soi. Donc ça finit par être très spécifique pour le marathon, même si ce sont des répétitions courtes, alors qu'un 12 x 400 mètres à VMA, ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Niveau affûtage, il y a des différences importantes encore, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc en gros, le plan 1, il est très agressif dans l'allègement de la charge, il y a aussi trop de qualité dans la dernière semaine à mon goût. Le plan 2, c'est l'inverse, beaucoup moins de décharge, 1h50 de course à J-7 quand même, je trouve ça long, et je trouve que la dernière qualité, elle est trop proche de la course. Et le plan 3, c'est entre les deux, il y a surtout un gros allègement la semaine de course, je trouve ça bien. Et la dernière qualité, c'est le mardi, 8 x 300 mètres, allure 3000 mètres, c'est le meilleur à mes yeux. Un autre aspect important, souvent négligé dans les plans, c'est le fun. Hey! C'est fun le plan. En gros, à quel point le plan et les séances vont vous faire kiffer ou au contraire est-ce que c'est redondant, ennuyant, etc. Pour moi, un bon plan doit proposer de la variété dans les séances car il est tout à fait possible de travailler les mêmes filières mais de différentes façons. Exemple, oui, on peut placer un 12 x 400 mètres à VMA, mais c'est un peu la facilité, c'est la séance qu'on s'est tous tapé 100 000 fois. À la place, je mettrais le même travail mais sous forme par exemple de pyramide, du genre 4 fois 300, 400, 500 mètres. C'est le même volume, les mêmes allures, mais c'est plus rafraîchissant. Alors qu'en est-il de nos 3 plans? Est-ce qu'il y a un effort d'originalité? Je vous dirais que le plan numéro 1 me paraît extrêmement ennuyeux, je mâche pas mes mots. C'est redondant, c'est hyper scolaire comme je vous disais tout à l'heure. Je suis désolé d'être aussi cash, mais regardez les jogs, ce sont toujours les mêmes durées, 1 heure, point barre. Les séances du mardi sont très similaires. Exemple semaine 7, 10 fois 1 minute 20. Semaine 8, 10 fois 1 minute 30. Semaine 9, 10 fois 1 minute 30. On dirait une IA. D'ailleurs, c'est peut-être ça l'IA en fait. Le dimanche, il y a du pace marathon chaque semaine, en continu, de plus en plus long, mais c'est quasiment tout le temps la même chose. Il y a juste une incrémentation en fait, comme si c'était un robot qui l'avait fait. Bref, vous avez compris, la variété n'est pas au rendez-vous. Le plan 2, c'est déjà mieux. Même si les séances du mardi se ressemblent beaucoup, des 600 mètres, des 800, des 400, bref, ce genre de séances qu'on fait tous, mais au moins, la durée des jogs varie. On a parfois des sorties longues, parfois des entraînements marathons, il y a des séances avec du changement de rythme, bref, c'est un peu plus amusant quand même. Et finalement, le plan 3, c'est celui qui me semble le plus fun.
Il y a des pyramides, des intervalles classiques, des lignes droites, du seuil 1. Il y a juste les jogs du mercredi qui sont toujours de 75 minutes, mais voilà, c'est quand même pas mal. Par contre, globalement, je trouve qu'aucun des plans ne se démarque vraiment et j'aurais aimé voir plus d'originalité dans les séances. Il y a une infinité de façons de travailler les mêmes qualités. On peut mettre des séances mixtes, des fartleks longs, des côtes, du lactate shuffle, du seuil en pyramide. Bref, faut essayer de briser la routine et de se renouveler. C'est important pour la motivation et ça démontre que la partie psychologique de la performance, elle est pas encore assez prise en compte selon moi. Finalement, le dernier critère pour départager nos plans, c'est l'individualisation. En d'autres mots, est-ce que les coachs ont utilisé les informations à propos de Julien pour personnaliser le plan à son profil? Rappelez-vous, Julien a un gros profil vitesse / déficit d'endurance et ses chronos sur le court sont bien meilleurs que sur le long. On pouvait donc attendre des plans que les séances de vitesse, genre allure 5 km et plus vite, elles prennent une toute petite place dans la programmation puisque le but d'un plan, c'est en priorité de travailler les qualités dont l'athlète a besoin, d'autant plus si c'est sa faiblesse. À part le plan 1 qui propose beaucoup plus d'allure spécifique que de vitesse, les deux autres plans ils comportent trop de séances proches de VMA selon moi, surtout pour un coureur avec un profil déficitaire en endurance et qui veut performer sur marathon. Honnêtement, pour Julien, une séance de vitesse tous les 2 à 3 semaines serait largement suffisante durant la prépa marathon spécifique, avec quelques lignes droites pour maintenir ses qualités et voilà, ça fait le travail. Il suffit de voir la performance de Cheptegei à Valencia qui a fait 2:08:59, il finit 37e. Ronix nous avait partagé son kilométrage surprenamment bas en fait pour un coureur de ce niveau, c'était entre 130 et 140 km. On aurait pu attendre de Cheptegei qu'il court en théorie sous les 2h03, comme quoi même le recordman du monde sur 10 000 mètres a besoin de borner. Et ça prouve que les qualités de vitesse sur marathon sont inutiles si on n'a pas l'endurance pour les exploiter en fin de course. Sinon, un point positif, c'est que tous les plans ont tenu compte du fait que Julien prenait toujours ses repos le samedi, ça c'est un très bon point. Je trouve que le volume aussi a été bien géré par les trois plans. Ça monte proche de 100 km, avec des volumes quand même bien au-dessus de ce que Julien avait l'habitude de faire. Toutefois, on avait spécifié que Julien était ouvert au double, qu'il en avait déjà fait, qu'il avait aimé ça, et c'est dommage qu'aucun plan n'en ait inclus dans le programme. C'est une façon assez sécuritaire et fun de rajouter du volume facile. Voilà un petit récap des forces et des faiblesses de chaque plan. Vous pouvez faire pause si vous avez envie de voir le détail. Alors voici les notes, c'est sur 85, je vous explique pourquoi après. C'est le plan 3 qui remporte la compétition et donc qui doit à mon avis être le plus cher en théorie, même si je vois pas une immense différence avec le plan 2. Je trouve que le plan 2 et le plan 3, même s'ils se détachent un peu, ils ont quand même des grosses faiblesses les deux qui sont un peu différentes. Ensuite le plan 2 arrive second, c'est sûrement le prix intermédiaire, puis il y a le plan 1 qui arrive en dernier. Je pense que le plan 1 est celui qui a été fait par une IA, donc le moins cher, car on voit que la gestion de la charge a été faite de façon hyper précise. Je pense que c'est même pas possible qu'un humain ait fait ça. Le plan est super redondant et il y a de grosses incohérences parfois, par exemple la dernière semaine de course. Maintenant, c'est l'heure des résultats et je vais découvrir le prix des plans et voir lequel a été fait par une IA et voir si je me suis pas complètement gouré. Donc là je suis avec Pauline et elle va me dire quel plan correspond à quel prix. Du coup, je vous avais dit que je pensais que le plan 3 serait probablement le plus cher, le plan 2 serait intermédiaire et le plan 1, à mon avis, il est fait par une IA et il coûte moins cher. Alors pour le plan 1. T'avais tort. Comment ça, j'avais tort? T'avais dit que c'était le moins cher et que c'était une IA. Ouais. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Donc le plan 1 n'est pas fait par une IA et il n'est pas le moins cher. C'est lequel prix du coup, le plan 1? Le plus cher des trois. D'accord, fait que je me suis totalement trompé. Fait que le plan qui ressemblait à une IA et dont la gestion de la charge c'est très scolaire, très robotique, n'est pas fait par un robot. Très intéressant. Donc première erreur. C'était quoi le plan 2? T'avais dit quoi toi? J'avais dit que le plan 2 c'était l'intermédiaire. Mais plan 2 et plan 3 étaient très proches selon moi. Du coup le plan 2 était l'intermédiaire. Ok, fait que le plan 2 est l'intermédiaire, donc c'est celui qui coûtait je pense combien? 150. $150. D'ailleurs le plan 1 il coûtait combien? 250. Ok, donc $250 pour le plan 1 et le plan 3 du coup c'est le moins cher. C'est une intelligence artificielle. Et c'est une intelligence artificielle qui l'a fait. Et c'est quoi l'intelligence artificielle? Fréquence running. Fréquence running. J'ai déjà vu fréquence running quelque part, mais je connais pas l'appli spécifiquement. Fait que je suis très surpris pour le plan 1, parce que vu comment la charge était gérée, pour moi c'était forcément une IA. C'était toujours les mêmes séances et tout, fait que je suis très surpris. Mais en tout cas, très intéressant. Donc si on résume ce que je viens d'apprendre, le plan 1, qui à mon sens était un plan fait par une intelligence artificielle et qui je pensais était le moins cher, finalement c'est un plan qui a été fait par un humain et il se trouve que c'est aussi le plus cher avec un prix de 200 € pour une prépa de 12 semaines. Le plan 2, je m'étais pas trompé, c'était bien fait par un humain et c'était aussi le prix intermédiaire, ce plan a coûté 100 €. Et enfin forcément ça veut dire que la surprise arrive aussi avec le plan 3 qui pour moi était le plan le plus cher et qui était aussi fait par un humain et en fait c'était un plan qui a été fait par une intelligence artificielle et qui avait le prix le plus bas autour de 18 € par mois puisque c'est un abonnement sur une application
l'application. Finalement, il me manquait à analyser les informations additionnelles, c'est-à-dire les ressources qui viennent avec le plan, et voir si le coach a répondu aussi à mes questions dans mes mails. Je pouvais pas l'analyser avant, puisque sinon ça m'aurait révélé l'identité du coach ou de l'appli. Alors le plan 2, c'est de loin celui qui a fourni le plus d'informations. C'est hyper beau, il y a des graphiques sur la répartition des allures, c'est bien fait. Le coach nous a aussi répondu par mail à nos questions. Il nous a dit par exemple que 2 gels sur marathon c'était vraiment trop peu et qu'il pouvait m'envoyer des infos sur l'alimentation si je le voulais. Et pour finir, il m'a aussi répondu sur le régime keto en m'indiquant des ressources scientifiques pour débunker les mythes. C'est ça qu'on attend d'un coach. Il m'a même proposé de me référer à un nutritionniste au besoin. Et enfin, ce coach a répondu à une question que j'avais même pas posée en me proposant de m'accompagner aussi pour un plan de musculation. Donc clairement, dans cette catégorie, ce plan mérite tous les points, 15 sur 15. En deuxième position, on trouve le plan 3 qui, comme vous le savez maintenant, a été fait par une IA. Le contenu additionnel était intéressant, mais est assez peu personnalisé forcément, hein, et il ne peut en aucun cas répondre aux questions spécifiques de l'athlète, que ce soit sur les glucides, sur le régime keto, etc. Donc résultat assez mitigé, je lui ai mis un 9 sur 15 parce que oui, on a des informations, mais toutes les infos sont très génériques et c'est normal. Et enfin, vous l'aurez compris, le plan 1 arrive en dernière position. Il y avait très peu d'informations additionnelles, simplement les allures et le plan, mais rien sur les glucides, la nutrition ou sur la gestion de course. Et puis, même la mise en page et la façon dont les allures et le plan ont été donnés était vraiment pas simple à comprendre. En gros, il y avait d'un côté le plan, de l'autre côté les allures. Certaines allures étaient données en fonction de la distance, d'autres en fonction du temps. Enfin bref, c'était très compliqué, ce qui fait que je mets la note de 5 sur 15 à ce plan. Donc voilà, vous pouvez voir le résultat final. Le plan 2 l'emporte, le plan 3 est deuxième et le plan 1 qui était le plus cher arrive dernier. Avant de conclure, j'aurais juste une petite remarque à faire. À mon avis, un problème qui revient sur les 3 plans, c'est que les VMA ont été selon moi mal estimés. Alors soit elles ont été estimées en se basant sur le record de Julien au 5 km, qui est beaucoup plus rapide que son équivalence marathon. Donc là, ça pose un problème, ça veut dire que ça surestime un peu tout, dont potentiellement son pace marathon. Soit le coach me demandait carrément quelle était ma VMA, ce qui est de mon expérience une grosse erreur. En général, les coureurs ne connaissent pas vraiment leur VMA ou ils la surestiment. Je trouve que c'est jamais une bonne façon de demander la VMA. Alors pour moi, la solution, ce serait de profiler la VMA sur le niveau marathon visé ou réel. Ce qui fait qu'on s'entraîne jamais trop vite durant la préparation. Donc en gros, on prend notre petite fiche Excel, on trouve la VMA qui correspond au temps visé sur marathon et on s'entraîne à toutes ces allures. Alors peut-être que les séances de vitesse auront l'air un peu trop faciles, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut en faire plus en termes de volume, en termes de sortie longue et aussi du pace marathon. Pour vous donner les détails, le plan 1 avait utilisé une VMA de 18 km/h, le plan 2 aussi, et le plan 3 utilise même une VMA de 18,5 km/h, ce qui est vraiment trop élevé. Si j'avais dû faire un plan pour notre ami Julien Roux, j'aurais sûrement utilisé une VMA plus proche de 17,2 km/h, ce qui est une VMA qui correspond à un niveau de 2,57, 3,03. Ou encore mieux, c'est ce que je fais maintenant avec mes coureurs, j'utilise un pourcentage d'allure spécifique pour entourer l'allure marathon. Donc j'utilise en fait un pourcentage de 95% à 105% de l'allure marathon et je peux garder la VMA pour les distances plus courtes. Selon moi, c'est la meilleure façon. Finalement, la conclusion, c'est pas de vous dire qu'il faut pas faire confiance à des coachs ou qu'il faut payer le moins possible pour un plan. La conclusion, c'est de garder un esprit critique et de savoir analyser votre plan, même si votre projet, c'est juste de suivre le plan. En tout cas, c'est intéressant de voir que dans cette expérience, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la qualité du plan et son prix. Au final, ce que je recommanderais surtout à quelqu'un qui cherche un plan d'entraînement, ce n'est pas forcément de chercher en fonction du prix, mais peut-être de privilégier la personnalisation du plan. Ça, c'est à mon avis le plus important, et aussi d'avoir les bons conseils. Pour moi, la clé quand c'est possible, c'est d'avoir un suivi régulier, ce qui permet d'éviter des problèmes autant dans l'évaluation du profil du coureur que dans l'exécution des séances. Et si je dis ça, c'est pas parce que c'est ce que nous offrons comme type de service, c'est plutôt on offre ce type de service parce que c'est dans ça qu'on croit en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça vraiment difficile de rester objectif puisque j'ai ma philosophie à moi. Et d'ailleurs, le but c'était peut-être pas d'être objectif, mais plutôt de vous montrer encore une fois les clés de l'analyse d'un plan. Merci à Nolio d'avoir participé à cette vidéo et encore à Pauline, à Francis pour leur aide. Et je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé des plans. Aussi, comme c'est vraiment une nouveauté pour moi ce concept, je suis hyper ouvert à vos retours. N'hésitez pas. Ciao les machines.